Super, Nathan. Ravi que tu sois là. Ça va être très amusant. Je veux commencer par une question très générale, très ouverte. Comment devient-on un créateur de milliards de dollars? Oh oui, c'est une question de haut niveau. Mais, vous savez, c'est aussi un défi en même temps. L'idée derrière un créateur de milliards de dollars est de prendre quelque chose qui est si précieux, qui est l'attention. Cette idée, vous savez, l'attention est l'une des plus grandes monnaies que nous avons là-bas. Les entreprises dépensent des centaines de milliards de dollars en publicité pour capter l'attention. Et en tant que créateurs, nous avons de l'attention à revendre. C'est ce que nous faisons le mieux, au lieu de créer et de capter l'attention. Il s'agit donc de prendre cette attention et de la diriger vers quelque chose où vous avez une véritable valeur en capital. Beaucoup de créateurs sont ravis de pouvoir gagner leur vie à plein temps et payer leur hypothèque grâce à leur travail. Et ils évoluent un peu dans ce sens et disent « D'accord, et si au lieu de gagner de l'argent avec des produits affiliés ou des revenus publicitaires, si je le gagnais avec mes propres produits, vous savez, et que je vendais des cours, des formations, tout ce genre de choses. » Mais en réalité, ceux qui deviennent des créateurs milliardaires sont ceux qui construisent, utilisent de leur audience et une attention pour construire une marque avec une valeur patrimoniale durable. Alors, un de mes exemples préférés est Mark Sisson qui avait un blog appelé Mark's Daily Apple. C'était l'un des premiers blogs sur le régime paléo, le mode de vie paléo. Il en est arrivé à un point où il gagnait des millions de dollars par an, ce qui est fantastique. C'était probablement entre 2013 et 2015, autour de cette époque. Et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé cette plateforme pour lancer une marque appelée Primal Kitchen, qui était centrée sur la fabrication d'une mayonnaise adaptée au régime paléo, puis s'est lancé dans les vinaigrettes et autres sauces à partir de là. Il a utilisé son audience pour lancer avec succès son entreprise dans le secteur difficile des biens de consommation emballés. Et en quelques années, je pense 3 ou 4 ans, il l'a vendu à Kraft Foods pour 200 millions de dollars. Et donc, vous savez, il a pris ce qui était une bonne affaire. Au lieu de vendre de l'attention, il a vendu des produits et a augmenté cela jusqu'à une sortie massive. Pas littéralement 1 milliard, mais vous saisissez l'idée. C'est une somme importante pour la plupart des créateurs. Je pense que la partie difficile pour les créateurs, et j'y ai beaucoup réfléchi, et ce que Mark a fait est en fait très intéressant. Et je trouve cela légèrement nouveau parce que beaucoup de créateurs sont d'abord des créatifs, puis des hommes d'affaires en second lieu. Et je pense en fait que nous sommes tous les deux. Nous sommes en fait l'inverse, parce que je viens d'un milieu en SaaS, tout comme vous. Donc vous êtes un opérateur d'affaires qui construit une entreprise, la comprend et comprend l'échelle de croissance et tout cela, et en même temps, vous êtes aussi un créateur. Mais je pense que beaucoup de créateurs ont du mal à comprendre comment créer de la valeur d'entreprise ou créer quelque chose qu'ils possèdent, parce que beaucoup de créateurs, en dehors de « nous ne parlons pas comme les Logan Pauls ou les MrBeast », ils ont une portée si massive que oui, ils éternuent un produit, les gens vont en entendre parler, mais les gens qui n'ont pas une portée comme ça, et ils veulent commencer un produit, et ils ne savent pas comment construire une entreprise en soi. Alors comment se fait-il que Mark ait réussi, alors que combien de créateurs lancent des lignes de marchandises ou choisissent un produit, et cela semble juste s'éteindre, et cela semble juste être fatigué, et puis ils le tuent. Même, oh, qui est cette maquilleuse? Je vais oublier son nom en ce moment. Oh, ma copine va me tuer. Quoi qu'il en soit, il y a une grande maquilleuse qui vient de lâcher toute sa ligne de maquillage. Mais le point est que les créateurs ont du mal à construire des entreprises. Alors comment font-ils cela efficacement? Ou est-il plus intelligent pour un créateur de prendre des parts dans une entreprise qui a un opérateur qui peut réellement, un entrepreneur qui peut réellement construire quelque chose pour eux? Oui, il y a quelque chose dans ce que j'ai dit. D'abord, je pense que vous devez savoir quels sont vos points forts. Comme si vous disiez « Hey, je suis le créatif. De bout en bout, c'est ma spécialité. Je peux attirer l'attention. Mais je ne veux pas m'impliquer dans le développement de logiciels, la chaîne d'approvisionnement, les opérations, la finance, tout ça. Alors vous ne devriez probablement pas vous lancer dans ces choses juste pour courir après l'argent. Donc, trouver l'opérateur va être vraiment, vraiment important. Dans Entrepreneurial Operating System, qui est le système d'exploitation de l'entrepreneur, qui est un cadre populaire que beaucoup de fondateurs utilisent, ils ont cette idée de l'intégrateur, quelqu'un qui prend vos idées en tant que visionnaire, porte-parole, tout cela, et qui est responsable de la gestion des opérations quotidiennes. Donc je pense qu'au minimum,
les créateurs vont avoir besoin d'un très bon intégrateur, un directeur des opérations, quelque chose comme ça. Le créateur devrait assumer ses responsabilités. Comme de la même manière que vous apprenez à monter des vidéos pour YouTube, vous pouvez apprendre à lire un compte de résultats et toutes ces autres choses. Une certification sophistiquée n'implique pas nécessairement que quelque chose est vraiment difficile à obtenir. J'encourage tout le monde à se plonger dans ces sujets qui vous rendront beaucoup plus compétents dans la gestion d'une entreprise de créateurs. Mais je pense, allez-y, si vous voulez vous lancer. Non, 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 allez-y. J'avais une autre question à suivre, mais terminez votre pensée. Oui, dans ce domaine des affaires, je pense que vous ne devriez poursuivre des produits à ce niveau et à cette échelle que si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, vraiment. J'ai vu des gens demander à un public ce qu'ils devraient forcer à entrer dans quelque chose. Ce n'est simplement pas une bonne correspondance. Alors que vous voyez l'autre angle des gens qui testent des choses avec leur public. Alors nous avons mentionné Primal Kitchen, n'est-ce pas? Ils avaient une recette pour la mayonnaise à l'huile d'avocat, n'est-ce pas? Ils avaient des recettes de vinaigrette. Ils étaient très populaires. Il y a une autre entreprise de consommation de produits de grande appelée Wellness qui... Ils avaient cela, c'était dérivé d'un blog appelé Wellness Mama qui était très très populaire. Et ils avaient cette recette de dentifrice fait maison avec des produits naturels qui était très populaire. Ensuite, ils ont commencé à prendre des choses déjà populaires pour les mettre là-bas. Le troisième serait qu'est-ce que c'est? Kettle at Fire. Ils fabriquent un bouillon d'os qui était basé sur une recette de bouillon d'os très populaire. Et ils ont construit une énorme entreprise à partir de cela. Donc, vous savez, vous suivez cette tendance qui suscite déjà de l'intérêt et de l'excitation. Et l'autre exemple que j'aime vraiment est Mark Robert, où avec sa chaîne YouTube, il a moins de 40 millions d'abonnés ou quelque chose de fou comme ça. Il n'a pas commencé en disant « Hé, je vais créer une boîte d'abonnement scientifique ». Il a commencé en étant sponsorisé par une boîte d'abonnement mensuelle. Et il se demande comment cela fonctionne bien avec son public. Il a formé un excellent partenariat avec eux. Puis, il réalise qu'il pourrait faire quelque chose de bien meilleur. Bien qu'il ait probablement eu des conditions décentes, il s'est dit qu'il pouvait non seulement créer une meilleure entreprise, mais aussi mieux l'intégrer avec les vidéos, même s'il ne connaissait pas tous les détails. Je peux mieux le vendre. Et puis, il a fini par créer Crutch Labs, dont je ne me souviens pas des chiffres, mais je veux dire qu'il approche les 100 millions par an en revenus ou quelque chose comme ça. Les chiffres d'abonnement sont absolument incroyables. Mais c'est parce qu'il cherche vraiment les premiers signes d'adéquation produit-marché, au lieu de sortir et de dire que j'ai un public, lançons-lui des produits dérivés. Essayons simplement de combler certaines de ces choses qui ne sont pas vraiment durables. Avez-vous réfléchi à cela? Je suis certain que oui. Avec ConvertKit, renommé en Kit mais encore connu sous son ancien nom par une grande partie de l'audience. Aviez-vous une stratégie pour trouver préventivement l'adéquation produit-marché ou pour rétro-concevoir un produit pour un public que vous saviez qui allait être un succès? Ou y a-t-il eu plusieurs itérations, échecs et stress? Et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de stress en cours de route. Mais à quel point ce produit était-il sans faille lorsque vous avez choisi de lancer un kit à partir de zéro? Pouvez-vous me guider à travers un exemple concret de ce que vous venez de suggérer aux créateurs? Car au final, votre recommandation n'est qu'une idée d'entrepreneur intelligent. Alors, mon expérience est dans la conception de logiciels. J'ai construit beaucoup d'applications iPhone. J'ai écrit des livres sur le développement d'applications iPhone et web. Et cela m'a introduit dans le monde des créateurs. Et je n'avais pas, vous savez, un public établi, et je me demandais, qu'est-ce qui est intéressant? Laissez-moi faire du logiciel et comprendre ça. Parce que c'est tout un défi, comme vous le savez, après avoir passé beaucoup de temps dans le monde du logiciel. Et donc, j'étais vraiment un étudiant de ce business et de cette industrie. Donc, ce que j'ai cherché à faire, vraiment quand je suis entré dans l'industrie des créateurs, c'est que je voulais construire un meilleur outil de courrier électronique. Vous savez, j'utilisais, à l'époque, vous savez, c'est 2012, je suppose. Ouais. Donc, il y a 12 ans, je regardais les outils de courrier électronique. Les principaux disponibles étaient Aweber, Mailchimp et Infusionsoft. Et en gros, si vous étiez un marketeur à réponse directe, vous utilisiez Aweber. Pour les nouveaux arrivants dans l'industrie, Mailchimp était probablement leur point de départ. Et si vous étiez sophistiqué,
vous utilisiez Infusionsoft. Et donc j'utilisais Mailchimp, et je me souviens avoir pensé que ce n'était pas fait pour des gens comme moi. Comme j'ai appris toutes ces meilleures pratiques, et ensuite il fallait les intégrer de force. Je faisais tourner du code personnalisé, et je faisais toutes ces choses pour des choses assez basiques. Et donc je pense que beaucoup d'entreprises naissent d'un point de douleur, et c'est là que ConvertKit était de... D'accord? Il est possible de mieux faire en intégrant par défaut les meilleures pratiques pour un public spécifique. Nous avons commencé le marketing par email pour les blogueurs, puis nous nous sommes étendus aux créateurs indépendants. Mais ce n'était en aucun cas un succès du jour au lendemain. Et nous pouvons obtenir là-dessus si vous le souhaitez. Ouais, non? Je veux dire, ce sont quelques-unes de mes histoires préférées. Cela montre simplement tout le voyage, et tous les hauts et les bas, et nous y arriverons. Je suppose que revenons à votre enfance, parce que votre père possédait, je suppose, une librairie chrétienne. Est-ce correct? Et il était entreprenant, et c'était en quelque sorte votre première expérience entrepreneuriale. Guidez-moi, au moins l'exposition, guidez-moi à travers certaines des expériences vraiment précoces de l'enfance. Cela pourrait être cela. Cela pourrait être d'autres expériences qui vous ont en quelque sorte façonné en entrepreneur. Ah ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns. La première était simplement d'être très conscient de l'argent ou du manque d'argent. Vous savez, mon père, dirigeant une entreprise de type ministère, elle était soutenue par des dons et tout ça, et donc j'étais juste très conscient du manque d'argent dans ma famille, comme le voyant être un point de stress entre mes parents. Ils ont finalement divorcé, l'argent étant un facteur crucial dans cette décision. Un autre serait, vous savez, mon éducation, j'étais instruit à la maison. Et Derek Sivers parle de cela dans son livre « Tout ce que vous voulez » lorsqu'il a cette expérience à l'école de musique de Brooklyn, où quelqu'un le fait asseoir et lui dit essentiellement qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Vous pouvez avancer à votre rythme. Il lui enseigne une valeur semestrielle de théorie musicale en une journée, puis il passe le test et continue. Et c'était mon expérience en tant qu'enfant, la première fois que je me souviens, j'avais 11 ou 12 ans. J'ai grandi dans les montagnes près de Boise. Je me souviens de la neige incroyable qui tombait, et je pensais que j'avais toute l'école à faire. Et je voulais juste être dehors à faire de la luge. Et ma mère m'a dit, tu sais, c'est une quantité de travail fixe, pas une quantité de temps fixe juste parce que l'école prend normalement jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi tous les jours, ne signifie pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Dès que c'est fait, tu peux aller faire de la luge et tu n'as jamais vu un enfant de 12 ans plus faux, comme dans ta vie. Tu sais, j'ai terminé toutes mes lettres de maths, tout est fait. Comme 2 heures plus tard, j'étais dehors à faire de la luge, tu sais, probablement vers 10 heures du matin. Et ça m'est resté en tête d'une manière énorme. Et c'est vraiment ainsi que fonctionne la vie, et j'ai fini par le jouer en avance de manière beaucoup plus grande, où j'essayais constamment de suivre mes aînés, donc plusieurs de mes amis étaient en fait les leurs. Ils avaient 2 à 4 ans de plus que moi. Mais cela ne semblait pas les déranger. Ils étaient très inclusifs. Ils me laissèrent les accompagner partout, jusqu'à ce que je réalise « Oh, attends, ils ont tous comme 16 ans et j'ai 13 ans. » Ils partiront bientôt à l'université. Et cet écart d'âge, qui ne semblait pas être un gros problème, est sur le point de devenir un énorme gouffre où ils seront partis, et je serai ici. Et donc je pensais « Ouais, je viens d'en discuter avec ma mère. » Et j'ai demandé, genre, est-ce que le lycée est un nombre d'années défini ou est-ce une quantité de travail fixe? Et elle était genre, ah, tu as une quantité de travail fixe et des frères et sœurs aînés. Le programme est déjà établi. Genre, tu peux obtenir ton diplôme dès que tout cela est fait à des niveaux de notes acceptables. Et c'était exactement comme cet exemple de luge, où je me souviens avoir pensé que nous ferions ces trajets de Boise à Seattle pour cette famille. Tu sais, c'est comme un trajet de 8h30. Et je me souviens avoir pensé, je m'ennuie vraiment quand je fais des maths. Je m'ennuie aussi vraiment pendant ces trajets. Pourquoi ne pas simplement combiner les deux? Mon frère aîné, assis à côté de moi, a déjà fait de l'algèbre 2 ou quelque chose comme ça. Et donc, pendant ce trajet de 8 heures, je faisais comme 1 mois ou plus de leçons de maths, je passais en force à travers 30 ou 40 leçons, j'apprenais tout ça. Et ouais, tu sais, obtenir de l'aide chaque fois que j'en avais besoin. J'avais cet état d'esprit. J'ai obtenu mon diplôme de lycée à 15 ans, puis je suis allé à l'université. J'ai quitté l'université à 17 ans au milieu de mes études, pour commencer dans Buster.
Je tenais à te dire que lorsque tu tentes de rechercher ton passé et ta chronologie, c'était très déroutant car j'ai remarqué que tu avais laissé tomber. À 17 ans, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Comme si j'utilisais de l'IA pour faire des recherches et des choses comme ça pour préparer l'émission, et je me disais que quelque chose ne fonctionnait pas correctement. Comme si quelque chose n'allait pas du tout. Non, c'est donc tu as été instruit à la maison, et c'est ce qui t'a permis d'adopter cette mentalité, qui t'a permis de postuler pour entrer, et ensuite abandonner à 17 ans. Donc c'est cette idée que, tu sais, je n'ai probablement pas lu cela de Derek Sivers jusqu'à ce que j'ai, 20 ans ou plus. Je devrais vérifier la date de sortie du livre, tout ce que vous voulez. Mais en lisant cela, je me suis dit, il décrit ma vie quand il dit qu'il n'y a pas de limite de vitesse, et il parle simplement de comment la vie est conçue pour aller au rythme de la personne la plus lente. Que ce soit une classe de 25 personnes, ou vous savez, la structure et les projets de travail, tout cela, vous savez que vous voulez rendre les gens à l'aise. Personne ne devrait être exclu, tout se passe en groupe. Il est là, regarde, ça ne doit pas être ainsi. Tu peux te concentrer et te concentrer dessus. Je me souviens avoir pensé, j'ai fait de la danse de salon à l'université, et donc nous étions j'étais dans l'équipe de danse de salon compétitive pendant quelques années, et j'ai vraiment apprécié cela, mais je ne le faisais pas souvent, et puis après l'université, je ne le faisais pas souvent, mais tu sais, peut-être que je le faisais une fois par mois ou quelque chose. Et je me souviens avoir parlé à quelqu'un comme, oh, depuis combien de temps fais-tu de la danse de salon? J'avais environ 6 ans à l'époque. Et puis j'avais cet autre ami à Los Angeles, ou qui avait déménagé à Los Angeles, et il s'y est vraiment mis. Et il le faisait 4 ou 5 soirs par semaine. Et je le faisais comme une nuit par mois. Et il lui a probablement fallu 6 mois pour arriver au point où il était aussi bon que moi. Et en 7 mois, il était probablement 50% meilleur que moi. Et en 8 mois, il était 2 fois meilleur. Et cela m'a vraiment rappelé que comme ton temps et mon temps ne sont pas nécessairement égaux, nous aurions tous les deux pu faire cela. J'aurais pu le faire pendant 6 ans. En 6 mois, tu pourrais être aussi bon. Et c'est comme, à quel point es-tu concentré et délibéré avec ça? Et cette idée qu'il n'y a pas de limite de vitesse, comme si tu fixais le rythme, a probablement façonné tous les aspects de ma vie. Je pense que c'est probablement l'une des idées les plus intelligentes que j'ai jamais entendues sur ce podcast, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens aient cette perception du temps. Je pense que les leaders d'opinion bien intentionnés, influenceurs, vous disent de trouver un équilibre et de profiter du voyage. C'est important pour que vous n'abandonniez pas trop tôt. J'adore que vous n'ayez pas à être limité juste parce qu'il a fallu 6 ans à quelqu'un d'autre pour y arriver. Vous pourriez y arriver en 1/4 ou 1/8 du temps avec la bonne concentration, le bon état d'esprit et la bonne application et la bonne allocation de votre bande passante vers cette chose particulière. Très, très exemple similaire. Oui, un ami à moi, son nom est Tran, et il a passé, vous savez, il a construit et vendu plusieurs entreprises, rien de sortie folle, mais il a fait de bonnes choses dans l'espace e-commerce et tout ça. Je crois qu'il est dans la cinquantaine, et il a décidé l'année dernière qu'il voulait devenir pilote de ligne, ce qui, si vous avez 53 ans, c'est la chose la plus ridicule parce qu'il y a d'abord une retraite obligatoire à l'âge de 65 ans. Donc, quand les gens disent « Oh, vous avez beaucoup de temps pour poursuivre vos rêves et tout ça », il est comme « D'accord, j'ai 12 ans, que cette carrière est même possible. » Il peut maintenant voler en charter privé et faire d'autres choses, mais il y a cette retraite obligatoire. L'autre chose est que pour même voler, vous devez voler pour une compagnie aérienne. Vous devez avoir 1500 heures de temps de vol, comme réellement aux commandes d'un avion qui est en l'air en train de voler. Et donc cela prend à tout le monde 3 à 4 ans pour obtenir cela, vous savez. Cela leur prend des années pour obtenir leur qualification de base, puis pour devenir instructeur, et pour gravir les échelons et tout cela. Et il a décidé, comme je n'ai pas autant de temps, et donc il a essentiellement cherché à voir combien de temps je peux faire cela, et donc où la plupart des gens obtiennent peut-être toute leur lecture de leur première licence de pilote privé, jusqu'à être un instructeur de vol en 1 an, s'ils étaient concentrés, il l'a fait en 90 jours, parce que la sagesse conventionnelle est que vous devriez voler 3 fois par semaine, et il est comme oubliez cela, je vais voler 2 fois par jour, 6 jours par semaine, et vous savez qu'il est dans la formation de simulateur tout le temps, comme il a juste enregistré, évidemment, autant que possible. Et maintenant,
Il est à 18 mois de son voyage et je pense que cette semaine, il atteindra ses 1500 heures et donc il l'a fait en moins de la moitié du temps. Il a une offre d'emploi de SkyWest, qui est une compagnie aérienne régionale. Il a aussi créé une chaîne YouTube sur ce sujet, ce qui lui a grandement profité grâce à son audience. Mais j'adore ces exemples de personnes qui disent que le rythme standard est pour les autres. Genre, je vais comprendre comment définir mon propre rythme. Bonjour à tous, Scott à l'appareil. Je tenais à prendre un instant pour vous remercier chaleureusement. 6 ans de ce spectacle, et c'est vraiment grâce à vous tous. Merci d'écouter, de soutenir et de partager. C'est ce qui fait vivre cette chose. Au début, je ne mesurais pas l'ampleur que cela prendrait. Le nombre de vies touchées, les histoires partagées, les leçons apprises ensemble. C'est une expérience très humbling, et je crois que nous bâtissons ici une communauté vraiment spéciale, où personne n'a à réinventer la roue. Nous sommes tous dans le même bateau, apprenant et grandissant. Et voici ma demande. Si vous aimez cette émission, qu'elle a fait une différence pour vous, veuillez la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Partagez-le avec vos amis sur les réseaux sociaux, par tous les moyens possibles. C'est le meilleur moyen de maintenir cette chose forte, d'inviter des invités encore meilleurs et de partager plus de sagesse qui change la vie. Vous pouvez nous trouver sur tous les spots. Vous pouvez donc aller sur successstorypodcast.com si vous aimez écouter des podcasts. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez aller sur YouTube. C'est youtube.com/c/scottd. Clary ou la newsletter, newsletterscottdeclary.com. Faites passer le mot. Je suis éternellement reconnaissant envers chacun d'entre vous. Continuons à apprendre, continuons à grandir et continuons à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. D'accord. Revenons à l'émission. Avez-vous déjà remarqué, évidemment, c'est une sorte de thèse sur la vie que vous avez adoptée, et cela a parfaitement du sens. Mais avez-vous déjà remarqué si quelqu'un écoute cela, et ils sont comme « Oh, ouais, allons-y. Excusez mon français, à fond sur quoi que ce soit que j'essaye de faire, vous. » Foncez dans la vie, à travers l'entrepreneuriat et les étapes à franchir pour atteindre votre objectif final. Y a-t-il des inconvénients ou des avertissements à prendre en compte? Y a-t-il des avertissements? Y a-t-il des signaux d'alarme que vous notez simplement pour quelqu'un si vous essayez ça? Je réfléchis. Avec du recul, je crois que j'ai voulu grandir trop rapidement. Comme s'il y avait probablement plus de divertissements amusants que j'aurais pu faire. Je ne sais pas. J'ai passé de bons moments au lycée et à l'université et tout ça. Je pense que je me dirais probablement que j'ai plus de temps. Je pense que j'avais probablement trop d'anxiété et d'urgence tout au long de ce processus, donc j'essaierai probablement d'adopter davantage une attitude de type « la vie est un jeu », parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses amusantes dans cela où tu te dis « d'accord, regardons l'université, pourquoi je ne passerai pas simplement la moitié de ces cours, aller à Barnes & Noble, acheter le guide de test pour les États-Unis. » Histoire 1. J'ai beaucoup étudié l'histoire au lycée. Laissez-moi lire. Étudier ce livre, passer le test de la classe, c'est plutôt amusant et donc faire cela d'un point de vue de comment je joue et je bats le jeu plutôt que d'un point de vue, c'est un peu bizarre de repenser à vous, savez à quoi ressemble. À 17 ou 16 ans, je me disais « Oh, je manque de temps alors que j'avais tellement de temps. » Donc je penserai simplement à vos motivations pour le faire. Faites-le d'une manière amusante et stimulante, pas d'une manière stressante et anxieuse. Exactement les mêmes activités, mais avec une motivation différente. Très bien. Donc évidemment, vous êtes vous-même un créateur de contenu maintenant. J'ai appris que vous avez écrit à un moment donné quand vous étiez, je suppose, je veux comprendre si vous vous mettiez à bloguer et à écrire. Vous avez écrit 1000 mots par jour pendant 600 jours d'affilée, ce qui est absolument incroyable. Et toute personne qui écoute ceci est comme, eh bien, maintenant qu'ils savent réellement comment vous voyez la vie, peut-être que cela a un peu plus de sens. Mais pour la plupart des gens, c'est un moment de stupéfaction. Comment restez-vous engagé aussi longtemps? Alors, quand vous écrivez 1000 mots par jour pendant 600 jours, quelle est la motivation pour cela? Quelle est la raison? Comme vous êtes un créateur, vous êtes un écrivain, vous êtes un blogueur. Quel était le but que cela servait dans votre vie lorsque vous avez commencé cela? Oui, donc au début de 2012, je travaillais comme concepteur de logiciels indépendants. J'avais fait un tas d'applications iPhone, à la fois pour moi et pour des clients. Et j'avais eu beaucoup d'idées de contenu que je voulais créer. J'admirais et respectais de nombreux créateurs de contenu dans les domaines de la conception web, des affaires et de la conception de logiciels. Je me suis dit que je voulais écrire un livre.
Je veux être comme ça. Je veux écrire et soit autopublier, soit publier traditionnellement un livre. Et j'avais ce problème où toute ma production était liée à ma motivation. Donc, quand je reçois une idée, je me dis que ça va être génial. Et je travaillerai tout le week-end dessus. La semaine suivante, je travaillerai 3 jours différents sur ce projet, et celle d'après, j'y consacrerai 3 heures. La semaine suivante, j'y travaillerai pendant 30 minutes. Et j'ai juste réalisé que j'avais tous ces projets que j'avais commencés à différents moments qui s'étaient éteints, et j'ai réalisé que je n'atteindrais jamais ce que je voulais si la motivation et la production étaient directement liées, ça n'allait jamais marcher. Et donc, je devais comprendre comment déconnecter ces choses pour que j'ai une production productive, indépendamment de, vous savez, mon énergie et ma motivation actuelle. Et à peu près à cette époque, je suivais Chris Guillebeau qui est l'un de ces créateurs qui m'a vraiment inspiré pour tant de choses. Et il avait cette phrase où il disait « Tu sais, c'est vraiment facile de publier un livre chaque année et un livre auto-édité, écrire une centaine de billets de blog, 50 articles invités, tu sais, et peut-être quelques articles de magazines de longue forme. Faire ça en un an est vraiment facile. Et je suis là, je ne peux même pas écrire un blog de manière constante. Ce que vous décrivez n'a rien de simple. » Mais il a continué en disant que si tu écris 1000 mots par jour, ça peut sembler beaucoup, car 4 chiffres de quoi que ce soit, ça semble énorme. Mais ensuite, il a continué, il l'a décomposé, et il a dit « Regarde, c'est comme 2 pages et demie de contenu. Ce n'est pas vraiment beaucoup si tu es dans le coup. C'est 45 minutes si tu te bats et que c'est dur. C'est 2 heures, peut-être. » Et donc j'y pensais, je me disais « D'accord, ce sera mon objectif. Je dois déconnecter le résultat de ma motivation actuelle. Et donc, je vais écrire 1000 mots par jour, quoi qu'il arrive. C'est mon objectif principal. » Et je me suis vraiment concentré sur cela. En fait, la première chose que j'ai faite en tant que développeur de logiciels, c'est que j'ai créé une application pour suivre une série d'écritures de 1000 mots par jour. Et puis, je me suis lancé dans la réalisation. Mais j'ai fini par obtenir 10 jours consécutifs, puis j'ai rompu ma série, puis j'ai obtenu 5 jours, et je l'ai rompu. Et la 3e fois, j'étais comme d'accord, je vais faire ça quoi qu'il arrive. Alors j'ai programmé le temps dans mon calendrier, j'ai mis plusieurs rappels pour que ça apparaisse, et me demande si j'ai écrit 1000 mots aujourd'hui. Et j'ai juste remarqué que la meule de moulin a fait ça tous les jours. Et il y avait des jours où je comptais l'édition. Donc, vers la fin de ce livre sur lequel je travaillais, on pourrait dire que je n'ai pas vraiment besoin d'écrire de nouveaux mots nets. Mais j'ai besoin de réduire et de réécrire. Et donc, vous savez, cela compterait pour mes 1000 mots. Et quand j'ai publié mon livre, il s'appelait Le Manuel de l'Aptisan, je l'ai publié en septembre 2012 et j'avais fini et j'avais atteint 80 jours consécutifs d'écriture de 1000 mots. Et le lendemain, Commit, l'application que j'avais créée, s'est affichée et a demandé « Allez-vous écrire 1000 mots aujourd'hui ?» Et j'étais genre « Non ». Je l'ai fait comme vérifier le livre avait été un grand succès au-delà de mes rêves. Mais ensuite, j'ai pensé que je ne voulais pas rompre cette chaîne, et alors j'étais genre « Laissez-moi écrire un article de blog sur comment le lancement du livre s'est passé et les leçons que j'ai apprises. » J'ai écrit ça, je l'ai publié, et puis bien sûr, le lendemain, l'application s'est affichée et a demandé « Allez-vous écrire 1000 mots aujourd'hui ?» Et j'étais genre « Bien non, Tu sais quoi, allons écrire un autre livre. » Et donc, 90 jours plus tard, j'avais écrit et publié un autre livre sur la conception d'applications web. Et puis, j'ai juste continué cette série. En fait, ce n'est qu'après 600 jours que j'ai fini par avoir le zona, être super malade, gérer un tas de choses dans la vie qui ont finalement brisé cette série. Tu sais, on dirait que il y avait un résultat très tangible. De toute évidence, les livres que tu as fini par publier, c'est aussi comme un terrain d'entraînement mental et un exercice mental qui t'a probablement très bien servi dans la construction de ConvertKit. Cela me rappelle beaucoup Seth Godin aussi. Je suis un grand fan de son travail. Si tu as écrit 1000 mots par jour pendant longtemps, tu sais que je pense qu'il n'écrit pas 1000 mots par jour, mais qu'il écrit tous les jours depuis de nombreuses années. Ouais, il publie tous les jours, ce qui est super. Je suis un grand fan de Seth. Nous l'avons invité à donner le discours d'ouverture de notre première conférence.
Parce que je pense que ces écrivains, je pense qu'ils l'admirent, parce que publier tous les jours, je suis sûr que ce n'est probablement pas seulement de l'écriture. Il faut éditer et les pensées qu'ils publient tout, chaque jour sont si prolifiques. En fait, j'ai fini par m'asseoir avec son agent littéraire qui est un... J'ai fini par m'asseoir avec son agent littéraire qui était allé, chez Seth. C'était soit une maison, soit un appartement quand il était, en tournée. Et lui, l'agent littéraire, pour l'un de ses livres, du moins supposait qu'il entrerait dans cet appartement et qu'il y aurait comme quelques personnes écrivant pour lui. Et lui, ce n'est pas ça. C'est juste lui. C'est juste Seth qui écrit et rien d'autre. Personne d'autre. Pas d'assistance. Pas de fantôme. C'est juste lui. Il s'assoit et sort une idée par jour. Mais enfin, bref, ce n'est pas à propos de Seth. C'est à propos de toi. Si tu vas regarder certains des... Donc après toi, après que tu aies publié ces 2 livres, évidemment des centaines de billets de blog, à quel moment l'idée de ConvertKit? Et maintenant Kit entre en jeu, oui. C'était en fait très tôt, il y a tellement de choses que je regarde en arrière et qui m'amusent par ma façon de penser à l'époque. Donc j'avais quelque chose en cours. Et donc, le 20 septembre 12, j'ai publié mon premier livre à un public de 800 personnes sur une liste de diffusion Mailchimp. Comme le 15 décembre 2012, j'ai publié mon deuxième livre. Et cela à une liste de plus du double de la taille, en fait probablement 3000, 3 ou 4000 personnes. Ce livre a ensuite rapporté $50 000 le premier mois, et puis le 1er janvier, je commence à travailler sur ConvertKit. En 90 jours, j'ai publié 2 livres et lancé une entreprise de logiciels. Juste en riant parce que tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais, oui, je dois avoir été insupportable à côtoyer à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais Donc à ce moment-là, j'enseignais beaucoup sur la conception de logiciels. Et j'ai eu cette idée, je pouvais me voir passer complètement d'un praticien à l'enseignement. Et j'ai eu cette idée que, vous savez quoi, si j'arrête de concevoir moi-même, alors je vais être l'un de ces gens qui n'enseignent que, ils perdent le contact et la crédibilité dans l'industrie, et donc je devrais avoir un autre projet qui est conçu par logiciel afin que je puisse continuer à apprendre, garder mes compétences affûtées et avoir plus à enseigner. Et donc quand j'ai commencé ConvertKit, je l'ai fait avec quelque chose que j'ai appelé le Web App Challenge, où j'ai dit, je vais construire une entreprise de logiciels de 0 à $5000 de revenus récurrents mensuels en 6 mois, avec seulement $5000 de mon propre argent contribué à cela. Tout le reste doit être financé par le client. Et je vais vlogger en direct tout ça. Et donc cela m'a donné beaucoup plus de choses à écrire. J'ai en fait publié un autre livre au milieu de tout ça, ce qui est assez fou. Mais c'est ça quand vous avez ce bâillon de la quantité pure de contenu, j'apprenais tellement vite. J'enseignais absolument tout ce que je savais. Au fait, juste une parenthèse totale. Écrire autant, est-ce que cela a aidé à votre clarté? Parce que je trouve que cela aide à ma clarté de pensée quand j'écris dans tout ce que je fais et quand je n'écris pas, je me sens en fait un peu plus lent, un peu plus brumeux. Je ne sais pas si vous avez ressenti cela aussi. Mais je suis curieux. Eh bien, la première chose que les gens mentionnent souvent, les gens qui ne sont pas des écrivains, quand nous parlons de la quantité que j'ai écrite pendant cette période, ils disent « Ne manquez-vous pas de choses à dire ?» Et tant que vous consommez du contenu et faites des recherches et tout ça aussi, je trouve que plus j'écris, plus j'apprends et plus j'ai de choses à dire. Et donc, oui, j'étais juste tellement prolifique à faire activement des choses à l'époque aussi, que je pouvais même écrire sur ce que je faisais, tu sais. Et c'était la chose avec la construction d'une entreprise de logiciels. Il y avait chaque semaine des choses à écrire sur comment nommer l'entreprise. Comment embauchez-vous des développeurs? Comment rédigez-vous le texte pour la page d'accueil? Et c'est vraiment là où j'ai consolidé ces valeurs fondamentales, ou ces mantras que j'ai, qui sont maintenant au nombre de 4, mais le premier est d'enseigner tout ce que vous savez. Le deuxième est de créer tous les jours. Le troisième est de travailler en public. Et le quatrième est de privilégier la générosité. Et tout cela tourne autour de la création constante, de l'apprentissage constant et du partage. Et si vous faites ces choses de manière constante, vous ne pouvez pas perdre. Je ne le fais pas. Je ne veux pas encore quitter ConvertKit, mais comme vous l'avez mentionné et que j'allais le faire, je pensais qu'il y avait 3 choses, mais je n'ai pas réalisé que vous en aviez ajouté une 4e.
Donc ces 4 mantras, peut-être juste 2, 3 phrases sur chacun pour un créateur qui écoute ceci ou un entrepreneur qui veut être un créateur. Comment adoptent-ils ces 4 mantras lorsqu'ils sortent et créent du contenu, documentent leur parcours, vloguent, font des mèmes, tweetent, écrivent, font ce qu'ils font quoi qu'ils fassent? Oui, donc le premier enseignement de tout ce que vous savez a vraiment été une leçon durement acquise pour moi, parce que j'ai commencé dans le design web et tout ça, et je ne comprenais pas la différence entre l'expertise que j'avais et l'expertise de ceux qui étaient publics et là-bas et célèbres. Et ce n'est que lorsque j'ai réalisé que ce n'est pas que les gens enseignent parce qu'ils sont des experts, c'est en fait l'inverse. Nous les voyons comme des experts car ils enseignent. Je pensais donc que je ne pouvais pas écrire d'article de blog à ce sujet. Je ne peux pas, tu sais, comme si je n'étais pas un expert. Et donc je ne peux pas enseigner tout cela. Mais c'est alors que j'ai réalisé que c'était en fait la première fois que j'essayais d'installer Ruby on Rails sur mon ordinateur, le cadre de programmation. Et j'ai lu un article écrit par un expert, et cela n'avait aucun sens. J'avais l'impression que cela avait du sens pour eux, et qu'ils sautèrent certaines choses clés. Et puis j'ai trouvé un article écrit par un débutant absolu qui avait lu le premier article, l'avait subi, avait appris tous les points manquants qu'un débutant rencontre réellement, et ils ont écrit le leur. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui a 2 pas d'avance sur moi. Ils ont écrit quelque chose de bien plus utile pour moi. Et donc j'ai toujours eu cette mentalité de, d'accord, je ne vais pas enseigner depuis une tour d'ivoire en haut. Voici comment les choses fonctionnent. Et je dis, hé, voici ce que je viens d'apprendre. J'espère que c'est utile, comme un indice pour vous, alors que vous suivez mes pas, et cela a changé la donne. Cela m'a immédiatement donné des milliers de choses à écrire. Parce que c'est comme, oh, bien, du point de vue d'un non-expert, je sais beaucoup de choses. Le deuxième de créer chaque jour est vraiment revenu à cette leçon d'écrire tous les jours et de finir réellement le livre. Comme vous ne pouvez pas avoir ces faux départs. Vous ne pouvez pas lier l'effort à la motivation. Et c'est juste comme se présenter. Je ne sais pas de quel célèbre auteur c'est une citation, mais c'est quelque chose comme « Vous savez, je n'écris que lorsque je suis inspiré. Mais heureusement, je suis inspiré tous les matins à 9 heures. Net. » Et c'est juste comme « Je suis un professionnel. » Comme vous l'avez mentionné, Seth Godin a écrit un essai intitulé « Un manifeste pour les petites équipes qui font un travail important. » C'est une de ces choses, comme un texte de 100 ou 200 mots. C'est très court, et c'est juste tellement bon. Mais c'est essentiellement comme vous, l'essentiel est que vous êtes un professionnel, comportez-vous comme tel. Et oui, c'était énorme. Pour moi, le troisième au travail en public est vraiment juste de séparer cette idée de « vous savez ce que je fais et ce que j'enseigne » et juste dire comme « regardez, je peux simplement parler de ce que je fais. Je n'ai même pas besoin d'enseigner. Je peux juste dire que je suis confronté à un problème sans avoir besoin de la réponse. » Célébrons ce jalon atteint, cette réussite que nous fêtons aujourd'hui. Voici ce qui nous pose problème. Et cela en soi est un contenu intéressant et engageant. Je me souviens d'une époque où je travaillais chez ConvertKit et où j'avais du mal avec le texte de la page de vente. J'en ai simplement parlé dans un article de blog. Je lutte avec la façon d'écrire cela. Et puis Amy Hoy, ceci, incroyable rédactrice publicitaire et leader d'entreprise dans le monde du logiciel Bootstrap, que j'avais rencontré et avec qui nous avions parlé, je pense que nous nous étions rencontrés une fois lors d'une conférence, mais elle m'a simplement envoyé un message et a dit « Hey, je vais t'aider ». Et nous avons passé un appel Skype et nous avons réécrit tout le texte. Au lieu d'annoncer la version finale, j'ai d'abord fait ceci, puis j'ai publié un article de blog complet à ce sujet. J'ai partagé des apprentissages, comme des transcriptions de nos conversations, qui sont devenues très populaires car les gens voulaient voir comment un grand rédacteur travaille en coulisses. Et puis, donc c'est travailler en public, le dernier c'est être généreux par défaut. Quand les gens vendent du contenu en ligne, ils ont cela. Bon, question qui revient souvent, que devrais-je vendre? Et qu'est-ce que je devrais donner? Et souvent, les gens diront, d'accord, je vais donner 20% gratuitement. Et je vais vendre 80%, n'est-ce pas? Parce que si je donne trop, les gens n'achèteront pas ce que je vends et tout ça. Le problème quand vous empruntez cette voie,
c'est que vous ne fournissez jamais autant de valeur gratuitement. Donc vous ne développez jamais un public aussi grand, donc vous n'avez jamais une portée aussi importante. Et donc il n'y a pas beaucoup de revenus qui en découlent. Et j'aimerais l'inverser, pas 80-20 du don. Cela a commencé avec le 80-20, de donner 80 gratuitement et de retenir 20. Je pense que maintenant, je suis probablement plus comme 95-5 de générosité par défaut, donner presque tout et ensuite juste retenir un peu, facturer un prix juste pour ça, et alors il y a beaucoup d'argent à gagner dans ces domaines. Donc, ce sont les 4 mantras, et ils ont guidé tellement de ce que j'ai fait en tant que créateur, à travers la raison pour laquelle vous avez même commencé cette entreprise qui, je suppose, vous servez vous-même, c'est ce que vous avez mentionné auparavant, ce qui est l'une des meilleures façons de construire une entreprise. Vous servez un point de douleur que vous savez que vous êtes tellement dans les détails et vous êtes dedans. Ce toi, toi, tu as toutes ces expériences qui te frustrent. Tu vas construire un produit pour ça, donc toi, tu sers les créateurs. À ce stade, parlez-moi de l'économie du créateur à l'époque, à qui vous serviez, certains des problèmes que les créateurs avaient, lorsque ConvertKit a été créé pour la première fois, certains des problèmes qui ont peut-être été résolus ou n'ont pas été résolus entre-temps. Votre thèse sur l'économie du créateur, notamment les marketeurs par email, les blogueurs et les écrivains, m'intéresse. Pouvez-vous la résumer? Oui. Donc, l'économie du créateur de l'époque ne s'appelait pas ainsi. Je pense que ce terme a été inventé peut-être vers 2018-2019. Elle était principalement dominée par les auteurs et les blogueurs, n'est-ce pas? Et donc, vous aviez beaucoup de gens qui publiaient. Vous tentiez de faire souscrire les gens à votre flux RSS. Parfois, le flux RSS et les fournisseurs comme Google Reader s'arrêtaient, faisant perdre à tout le monde l'accès à une grande partie de leur audience. Donc, vous aviez ce contingent qui, s'est vraiment investi dans l'email dès le début et ils ont vraiment bien réussi. Donc, les problèmes que nous résolvons sont comme comment donner quelque chose gratuitement en échange de votre inscription à ma liste de courriel, comme un chapitre d'échantillon d'un livre ou un PDF gratuit. Et ça, c'était difficile et douloureux avec ces outils. Je l'ai simplement fait. C'est donc une caractéristique essentielle. La chose suivante était que beaucoup de gens envoyaient simplement, vous savez, des emails de diffusion ou de campagne. Ce message est envoyé simultanément à toute la liste. Et je suis vraiment devenu fasciné par cette idée de séquence d'emails. En gros, si vous vous inscrivez le premier jour, vous allez recevoir des emails programmés pour vous, et si je m'inscris 10 jours plus tard, je vais recevoir les mêmes emails, mais programmés exactement pour moi. Et cette idée que, attendez une seconde, je peux créer cette séquence une fois, et elle pourrait fonctionner parfaitement. Et si quelqu'un s'inscrit un an plus tard, il ne va pas manquer tout le super contenu que j'ai déjà partagé, mais il n'y avait pas d'interface qui rendait l'écriture de ces séquences facile et efficace. Et donc, une de mes premières innovations a été de créer une interface où vous aviez l'éditeur d'email principal et ensuite tous les autres emails sur le côté pour que vous puissiez passer d'un onglet à l'autre très facilement au lieu de devoir aller tout au fond et ensuite tout ressortir Et donc, en fait, ConvertKit a été lancé vraiment sur ces deux idées de rendre cela facile. Et puis, à mesure que nous nous sommes développés, vous savez, beaucoup dans la délivrabilité et l'étiquetage et la segmentation et les rapports et toutes ces choses, essentiellement vues à travers le prisme des écrivains et des créateurs de contenu parce que tous les autres outils étaient comme « Hey, nous sommes pour toutes les petites entreprises, vous savez ». Et donc, avoir ce prisme étroit nous a permis de construire quelque chose qui était vraiment efficace, mais qui n'avait pas toute la lourdeur d'essayer à servir tout le monde. Maintenant, à 24 ans, vous aviez en quelque sorte un carrefour pour ConvertKit et vous deviez déterminer si vous vouliez continuer ou si vous vouliez mettre cela de côté. Alors, dites-moi ce qui est arrivé. Peut-être que c'est probablement l'un des moments les plus stressants lorsque vous construisiez cela. Vous. Pour les entrepreneurs qui écoutent, donnez des conseils, de la sagesse sur le genre de processus de réflexion ou de cadre que vous avez dû traverser pour décider dans quelle direction vous vouliez aller. Ouais, donc nous avons de nombreuses idées d'entreprise. C'est comme si je l'avais lancé et travaillé dessus sans relâche, l'améliorant constamment jusqu'à aujourd'hui. C'est magique, tu sais. ConvertKit n'a pas débuté ainsi.
Au bout de 6 mois, je n'étais pas à 5 000 $ de revenus récurrents par mois. Je ne gagnais pas 500 $ par mois. En fait, ça aurait probablement été mieux, car ça aurait montré que ça ne fonctionnait pas. Mais j'ai passé du temps dans ce genre de terrain douloureux de presque réussite. Et c'est juste toute cette ambiguïté, donc. Nous étions à 2 000 par mois en revenus récurrents. Et puis à partir de là, j'ai eu du mal à obtenir plus de clients et j'ai fini par décliner progressivement parce que la rotation est une chose douloureuse à l'intérieur de cette chose. Tout le monde parle des avantages des revenus récurrents. Ils ne parlent pas de la douleur de la rotation. Donc cela a continué pendant un certain temps. Et donc, environ 18 mois après le début de l'entreprise, j'avais mes livres et mes cours qui se déroulaient bien, et j'étais à une conférence, et l'un des autres intervenants là-bas, Eaton Shaw, nous revenions du dîner, et il a juste dit, genre, « Hey, mec, je pense que tu devrais fermer ConvertKit. » Je me souviens avoir d'abord été simplement surpris. Et puis en second lieu, penser, genre, ce n'est pas une chose très agréable à dire. J'ai consacré 1 an et demi de ma vie à bâtir ceci. Des milliers de personnes suivent mon histoire pendant que je le construis. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ouais, t'as prouvé que tu allais réussir à... Tu sais, un certain nombre d'entreprises. Tu as fait de ton mieux chez ConvertKit. Tu es dedans depuis 18 mois. Désolé, ça n'a pas marché. Ferme-le, il est temps de l'appeler. Il m'a laissé réfléchir à ça pendant 1 minute. Et puis pendant que je réfléchissais, il a dit, ou toi, tu peux lui consacrer le temps, les ressources et l'attention nécessaires pour en faire une vraie entreprise. Il avait correctement évalué que j'étais assis entre 2 positions. Je passais probablement 10 heures par semaine, peut-être 20 heures par semaine à construire ConvertKit, et le reste du temps à mettre des efforts dans les choses qui fonctionnaient, comme construire mon public et vendre des produits numériques. Et donc, j'aime plaisanter en disant que j'ai fait ce que tout le monde fait quand ils entendent de très bons conseils. Et c'est rien pendant environ 6 mois. Et donc, j'ai attendu que nos revenus continuent de diminuer jusqu'à ce qu'ils soient probablement de 1 200 par mois. Et donc, cela couvrait à peine les dépenses de base, comme le serveur et les emails, à ce stade. Et même si vous construisiez votre marque et tout ça, cela n'attirait pas les clients. Cela ne convertissait pas les clients à la vitesse à laquelle vous les perdiez. Excusez-moi, oui. C'est une grosse affaire alors. C'est une grosse affaire de déplacer votre entreprise vers n'importe quel logiciel et vous ne voulez vraiment pas déplacer votre entreprise vers un logiciel qui ne se développe pas et ne prospère pas. Et vous savez, et ensuite surtout si c'est très tôt, alors vous vous dites, cela n'a même pas la moitié des fonctionnalités de base dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Chaque fois que nous nous plaignons de l'absence d'une fonctionnalité dans un logiciel, il faut se rappeler que quelqu'un a dû la construire et que les concurrents ont une avance de 10 ans pour intégrer les fonctionnalités courantes. Donc oui, ça a continué à rétrécir, et j'ai fini par créer un cadre vraiment simple de 2 questions, pour décider quand arrêter quelque chose et quand redoubler d'efforts, parce que nous entendons tous ces histoires comme c'était vraiment très difficile, et puis j'ai persévéré à travers ça, et maintenant, vous savez, Red Bull est coté en bourse, ou vous savez qui c'est quoi, n'est-ce pas? Red Bull c'est toujours une entreprise privée, mais vous voyez l'idée. Et donc je ne voulais pas être la personne qui abandonne trop tôt, et je ne voulais pas non plus être la personne qui gaspille des années de sa vie à construire quelque chose qui ne fonctionnera jamais, ou du moins à lutter contre des choses ridicules, malgré les obstacles constants. En réalité, on ne parle que des success stories, ce qui est révélateur. Il y a donc un peu de biais, oui, 100%, et je pense que c'est un endroit vraiment difficile, surtout quand on n'a pas de signal clair. Si personne ne l'achète, alors la réponse est assez claire. Il suffit de l'arrêter et de passer à autre chose. Mais si vous pensez que ça pourrait fonctionner, et donc les 2 questions étaient, premièrement, est-ce que je le veux toujours autant aujourd'hui que le jour où j'ai commencé? Parce que sinon, vous pouvez passer à autre chose. C'est peut-être cette chose où vous êtes tellement motivé et excité d'écrire un livre. Et puis 2 semaines plus tard, vous êtes comme je ne veux plus vraiment de ça. Et si c'est le cas, genre, taisez-vous et passez à autre chose. Agissez sans remords. Vous avez sûrement beaucoup appris de cette expérience. Mais si vous le voulez toujours, pour moi, je voulais absolument être président-directeur général d'une entreprise de logiciels. Je veux construire cela. C'est le prochain défi. J'étais comme, d'accord, nous passerons à la question numéro 2, et la deuxième question est simplement,
Avez-vous donné à cela toutes les chances possibles de réussir? Parce que si vous l'avez fait, si vous le voulez vraiment, vraiment, et que vous y avez mis tout votre effort, et que vous y êtes depuis des années, et que ça ne fonctionne pas, il y a probablement des vents contraires sérieux. Vous savez, l'idée ne fonctionne pas, vous êtes trop tôt, vous êtes trop tard. Vous n'êtes pas la personne appropriée pour solutionner ce problème, pour diverses raisons. Mais vous pouvez l'arrêter et passer à autre chose en sachant que vous avez vraiment fait de votre mieux. Mais pour moi, la réponse est non. J'avais l'impression de ne pas l'avoir fait. Et c'est une situation difficile d'un côté où vous dites « je veux vraiment, vraiment ça ». Et ici, vous pensez que je n'ai pas donné mon meilleur. Et j'imagine cette personne comme qui je finirais des années après eux à une fête en disant « Oh oui, alors c'était comme « Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec ConvertKit ?» Et comme « Oh, tu sais, si je m'étais vraiment concentré sur ça, j'aurais pu faire fonctionner cette chose, ou si j'avais juste essayé ceci, ou j'avais juste essayé cela. » Et j'ai réalisé que cela allait conduire à des regrets, mais en me demandant toujours si j'aurais pu réussir. Si j'avais juste fait ces choses, si j'avais donné toutes les chances possibles, et j'ai réalisé que c'était quelque chose avec lequel je n'étais pas prêt à vivre. Et donc cela m'a vraiment laissé dans une situation de genre « D'accord, je ne peux fermer cela que lorsque je sens que j'ai vraiment donné mon meilleur effort absolu, et cela a rendu très clair que je devais redoubler d'efforts. » Puis-je demander pourquoi? Pourquoi? La différence d'état d'esprit entre quelqu'un qui voulait compresser le temps autant que possible pour passer à la prochaine étape de la vie et mettre tout son cœur à l'école et à l'écriture de blogs et à l'écriture de livres, dans toutes ces autres choses qui semblaient être ces choses adjacentes. Pourquoi avez-vous changé votre enthousiasme dans votre chose principale? ConvertKit dès le premier jour. Je pense que j'ai certainement fait cela pendant les 6 premiers mois. Et puis, il est devenu difficile de continuer à y travailler, car il n'avait pas de traction. Vous savez, si je repense à toutes les choses que j'avais, ils avaient vraiment des boucles de rétroaction à court terme positives, où vous savez, c'est la chose à propos de la création de contenu, vous pouvez. Si vous obtenez de l'attraction, vous obtenez ces boucles de rétroaction, de commentaires et de likes, et engagement sur vos idées. Maintenant, la chose difficile est que lorsque vous commencez, vous n'avez pas ça. Et donc, vous savez, vous devez vraiment souffrir pendant cette période sans, vous savez, sans retour positif, parce que vous écrivez pour, vous savez, 3 amis ou la famille. Donc, je pense que j'étais divisé essentiellement environ 6 mois, probablement 1 an, pour travailler sur ConvertKit. Je faisais 2 choses à la fois. L'une fonctionnait vraiment et l'autre ne fonctionnait vraiment pas. Et donc la construction de l'audience et la vente de livres et de cours ont continué à bien fonctionner. Les choses ont évolué au point où je gagnais 250 000 $ par an avec cette entreprise. Et puis, vous savez, du côté du logiciel, c'était juste un grind. Ce n'est que plus tard que j'ai regardé une conférence d'une femme nommée Gail Goodman. Elle était la présidente directeur générale de Constant Contact. Et la conférence s'appelle « La longue et lente rampe de la mort du SaaS ». Et cela parle de leur grind en construisant Constant Contact, une entreprise d'email, à partir de 1998 peut-être, ou 2000 quelque part, juste là. Comme pour les prochaines, je pense qu'elle a probablement 15 ans à l'époque où elle donne cette conférence. Et elle parle essentiellement de comment. C'est tellement lent. Et je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas la nature composée du logiciel. Et donc je cherchais, vous savez, mon énergie suivait là où je recevais les retours, qui étaient dans la création de contenu. Donc, lors de cette conversation, vous vous êtes demandé si vous devriez arrêter ça? Vous avez appliqué ce genre de test à 2 volets pour déterminer si vous devriez ou non le faire. D'accord, vous décidez de vous y remettre. C'est évidemment un moment décisif. Quelle était la stratégie, le cadre, le modèle mental que vous deviez appliquer pour que 6 mois plus tard, la même chose ne se reproduise pas? Ouais, donc, j'ai compris que mes contraintes artificielles étaient idiotes. J'ai réalisé quelque chose de différent. Je prenais quelque chose de difficile et le rendais extra impossible, tu sais? Et donc dire comme « Ok, je dois financer cela uniquement avec l'argent du client ». Alors j'ai arrêté.
j'ai pris la plupart de nos économies et j'ai investi 50 000 dollars dans l'entreprise. J'ai réalisé que je ne pouvais pas construire cela avec des entrepreneurs. J'avais besoin d'un ingénieur produit dédié à 100% à cette tâche. Un ami à moi, Danny Iny, parle de l'embauche de contractuels versus des membres d'équipe à temps plein. Et il dit, si vous payez pour la moitié du temps de quelqu'un, vous obtenez un quart de leur attention. Et le point qu'il fait est, si vous traitez avec un tas de freelance, ils sont juste comme, ouais, laissez-moi terminer cette maison pour vous. Laissez-moi m'en occuper. Et ils font du bon travail, mais ils n'y pensent pas, vous savez, chaque week-end. Et donc, ce que j'ai fini par faire, c'est d'embaucher mon ami David, qui est un excellent ingénieur et designer. Et il s'est totalement investi, et il était genre, d'accord, voici tout ce à quoi je pense. Et il y avait des choses comme je lui enverrais un design, et il irait le mettre en œuvre, et il aimait. Je pensais que c'était un super design. Son implémentation était meilleure que mon design. Comme les petites animations, le polissage, les détails, le rythme de développement s'est beaucoup accéléré sur cette base. Vous savez, cela commençait à vraiment décoller. La chose suivante est que je me suis concentré sur un créneau spécifique. Donc avant même d'avoir donné ce conseil dans la création de contenu, comme « Hey, vous devez servir un créneau. Vous savez, vous ne pouvez pas construire. Vous ne pouvez pas faire un cours ou écrire un livre pour tout le monde. Vous devez choisir quelque chose de vraiment étroit et le construire là. Mais ensuite, je pense que c'est le conseil le plus facile à donner et le plus difficile à prendre. Et parce que je me disais, eh bien, le logiciel pourrait fonctionner pour tout le monde. Que vous soyez à la tête d'une agence de marketing ou un blogueur, vos besoins sont les mêmes. Cette solution convient à tous. Cela peut être vrai, mais vous devez le raccourcir dans le message. Et donc, je l'ai réduit à l'email marketing pour les auteurs. Et puis, j'ai joué avec le libellé parce que j'ai réalisé que les personnes que j'essayais d'atteindre s'identifiaient vraiment plus comme des blogueurs professionnels. Et c'est donc là que nous avons fini. Enfin, je me suis concentré sur les ventes directes. J'ai eu tout le succès, vous savez, en vendant des e-books et des cours, en masse à des milliers de personnes sur une liste de diffusion. Je me suis dit que j'allais vendre des logiciels exactement de la même façon. Et il s'avère, vous savez, qu'un e-book de 40 dollars est un achat impulsif. Et une plateforme logicielle à 50 dollars par mois, à laquelle vous devez migrer, n'est pas un achat impulsif, et donc j'ai dû la vendre différemment. Et donc, il y a beaucoup que nous avons fait en aval de cela. Mais ce sont ces choses qui ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Des termes et conditions s'appliquent. Je voulais garder quelques dernières minutes pour parler de l'économie des créateurs. Mais, avant que je dise que j'ai sorti quelques différentes, je suppose, réflexions, pensées de différentes personnes qui commentent sur l'économie des créateurs, je veux juste avoir votre retour sur eux. Parce que, évidemment, vous le vivez et vous le respirez. Mais avant cela, je veux juste vous donner une sorte de tribune. Alors, parlez-moi pour les gens qui écoutent, qui ne connaissent pas Kit ou le connaissent, mais ne connaissent pas la direction dans laquelle vous allez. Qui servez-vous? Qu'est-ce que vous construisez pour les créateurs? Comme donner le pitch de l'ascenseur pour que les gens puissent comprendre comment utiliser Kit pour leur entreprise, leur marque, quoi qu'ils essaient de construire. Oui. Donc, Kit a beaucoup évolué au cours des 11 dernières années que je l'ai construit. Et donc vraiment ce que nous construisons maintenant est le système d'exploitation pour les créateurs qui veulent faire des affaires, c'est-à-dire ils pourraient être débutants ou ils pourraient être les plus grands créateurs là-bas, mais ils l'abordent avec un niveau d'intention et, vous savez, l'esprit d'entreprise pour dire « Hey, nous allons construire quelque chose de vraiment substantiel ici. » Plusieurs éléments entrent en jeu. Tout est axé sur l'email et nous attirons de nombreux créateurs qui pourraient avoir un large public sur les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, etc. Mais ils utilisent l'email comme le cœur, de la façon dont ils se connectent avec leur public. Et ensuite, la prochaine chose est vraiment de jouer sur le côté reporting de la chose. Nous récupérons donc des données de chaque plateforme que nous pouvons. En somme, si vous vendez des cours sur Teachable, une adhésion sur Mighty Networks ou autre, tout se regroupe dans Kit pour une vue d'ensemble en un seul endroit. Qui achète quoi et pourquoi? Et puis la dernière chose est que, juste cette année, nous avons lancé un App Store où maintenant l'idée est que, vous savez, n'importe quel développeur peut construire sur Kit et l'étendre. C'est encore tôt, mais dans le domaine du logiciel, quand vous regardez Shopify et WordPress, vous pouvez constater l'incroyable puissance d'un App Store.
Pourquoi personne dans l'industrie des créateurs d'email ne fait cela? Nos 6 ou 7 premières applications sont maintenant disponibles et c'est incroyable de voir ce que les développeurs ont créé. Ajoute à cela. Et je veux dire, si vous êtes un créateur qui écoute cela, je veux dire, d'autres concurrents ont émergé maintenant. Et peut-être juste parler des similitudes, des différences. Vous pouvez nommer des noms de concurrents ou non, je ne le ferai pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui jouent dans l'espace des emails et des newsletters. Alors, comment vous démarquez-vous? Qui servez-vous différemment de quelqu'un d'autre? Étant créateur, d'autres noms me viendraient directement à l'esprit. Oui, donc je pense, vous savez d'abord que les plus grands acteurs dans ce domaine sont comme les moniteurs de campagne, la campagne active et MailChimp, où ils sont encore, vous savez, de nombreuses multiples de notre taille et de nos revenus. Et donc, contre ceci, c'est comme si nous étions vraiment concentrés sur les créateurs. Nous faisons toutes les choses qu'ils font, mais dans les meilleures pratiques pour les créateurs. Maintenant, de l'autre côté, il y a probablement 3 principales entreprises qui se sont créées ces dernières années et qui sont spécifiquement axées sur les créateurs, tout comme nous. Et ce serait Flowdesk, Beehive et Substack. Et donc, je pense que Flowdesk est l'une d'entre elles. Je veux dire, ils ont démarré cette entreprise, donc c'est incroyable ce qu'ils ont construit. Et ils se sont vraiment concentrés sur un beau design d'email. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous avons probablement été un peu en retard pour le développer. Et donc, ils ont construit une excellente entreprise dans ce domaine et nous avons constaté la popularité de leur design d'email. Essayons de rivaliser avec leur esthétique, mais de manière plus accessible et conviviale. Des choses comme vous devez utiliser leur modèle, mais dans le nôtre, il y a un marché ouvert où n'importe quel designer peut créer, vendre et partager des modèles gratuits. Donc, ils ont, je pense, des dizaines de modèles. Nous en avons des centaines, avec une qualité de conception et une accessibilité nettement supérieure. Et puis, il y a d'autres choses comme, nous venons de lancer notre plan gratuit pour jusqu'à 10 000 abonnés. Donc, nous sommes comme, voici, utilisez simplement le produit gratuitement, en essayant de faire venir tout le monde. Puis de l'autre côté, si vous regardez une ruche ou un Substack, vous savez, ce sont les entreprises soutenues par des capitaux risqueurs où vous voyez la Silicon Valley. Comme verser des sommes d'argent folles dans l'espace créateur. Parce que c'est comme, félicitations, créateur, comme vous êtes la nouvelle chose à la mode. Et donc, vous savez, Andrews et Horowitz, ou Google Ventures, ou qui que ce soit se disent, comment pouvons-nous investir 50 millions de dollars pour voir si cela fonctionnera? Et ce sont des plateformes axées sur l'email. Ils se focalisent donc sur la monétisation, via des newsletters payantes, un sujet dont nous pourrions discuter. Je pense que les newsletters payantes sont géniales. Kit alimente beaucoup d'entre elles, mais ce n'est pas le moyen le plus efficace pour un créateur de gagner sa vie. Nous avons ces données grâce à la gestion des newsletters pour des personnes comme James Clear, Andrew Huberman, Tim McGraw. Il y a tellement de grands créateurs que nous avons la chance de voir et qui nous montrent ce qui fonctionne vraiment. Ce sont les créateurs eux-mêmes qui vendent leurs produits, qui se transforment dans cette entreprise de cette façon. Vous réalisez des millions ou des dizaines de millions par an en revenus. Donc oui, nous sommes la plateforme indépendante spécialement conçue pour les créateurs. Et je pense que jouer sur cela comme c'est extensible et ça grandit avec vous, c'est une sorte, le principal, idée. Je suis curieux de connaître certaines de vos réflexions sur l'avenir de l'économie des créateurs. Donc, je regardais simplement à la fois certaines opinions contraires, juste quelques pensées. Donc, une pensée, le gars qui a mis cela là-bas, est Alex Kantrowitz. Un journaliste avec un podcast affirme qu'après des années de battage médiatique, l'économie des créateurs affronte la réalité. Les programmes d'influenceurs ferment, l'investissement diminue et la récession économique actuelle menace d'écraser les créateurs et leur infrastructure technologique. L'économie des créateurs souffre particulièrement car sa classe moyenne n'a pas encore émergé. Que ressentez-vous? Quelles sont vos pensées sur cette citation? Ouais, il y avait toute une tendance, peut-être en 2021, où les gens disaient comme si l'économie créative n'avait pas de classe moyenne, et c'était vraiment intéressant. Cela a fait le buzz dans les médias. C'est une continuation de cela. La classe moyenne n'a pas encore émergé. Et je me souviens avoir regardé ça et pensé comme il ne pourrait pas être plus dans l'erreur. Mais je comprenais d'où il venait, parce qu'en gros, ce qu'il voyait, c'est dans l'espace des influenceurs, toutes ces personnes qui essayaient, sans obtenir de traction. Malgré leurs centaines de milliers d'abonnés et de nombreuses vues sur TikTok, cela ne s'est jamais concrétisé en revenus pour eux. Et puis vous aviez l'autre extrémité du spectre,
où vous avez les grandes célébrités ou ces créateurs qui sont ensuite devenus de grandes célébrités, qui reçoivent d'énormes sommes d'argent comme, je pense que c'était juste annoncé hier ou aujourd'hui, que Wondery a conclu un accord de 100 millions de dollars pour le podcast des frères Kelsey. Vous constatez donc que nous avons les deux extrêmes. Nous avons des gens qui gagnent des sommes d'argent folles, n'est-ce pas? C'est presque l'équivalent de l'argent qu'ils ont gagné en tant que, vous savez, joueurs vedettes de la National Football League. Et ils le font maintenant pour un podcast hebdomadaire. Et puis pas d'argent du tout de l'autre côté, mais ce que nous voyons et ce que nous avons toujours vu chez Kit, c'est la classe moyenne prospère, n'est-ce pas? Nous voyons le créateur qui enseigne quelque chose de valeur. Ils enseignent le design. C'est un enseignant au Kansas qui dit « Hé, voici à quoi ressemble la gestion d'une bonne classe. Voici mes plans de leçons. Pour l'anglais au lycée. » Et leurs clients sont d'autres enseignants qui essaient de faire leur travail mieux, n'est-ce pas? Et je vois exemple après exemple de personnes gagnant des centaines de milliers de dollars par an dans toutes sortes d'industries, que ce soit la cuisine, l'observation des oiseaux, ou, vous savez, le développement, n'importe lequel de ces choses. Et il y a une classe moyenne très prospère. Mais la différence est qu'ils ne courent pas après les vues, et ils ne basent généralement pas leur activité sur les revenus publicitaires ou de parrainage. Ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils enseignent quelque chose de grande valeur. Le plus souvent, ils enseignent une compétence qui rapporte de l'argent à des personnes qui en ont, et ils construisent ainsi une relation profonde avec un public plus restreint, et ensuite ils vendent eux-mêmes un produit, et il y a un chemin très clair pour gagner des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dollars grâce à cela. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est entré dans l'économie des créateurs en poursuivant ces extrêmes, et jusqu'à présent, cela a surtout ignoré la classe moyenne. Et donc c'est un peu les outils comme Kit qui sont juste là, comme « Hey, nous avons toujours été ici ». Nous avons une place de choix pour voir ce qui fonctionne réellement. Et nous en sommes à ce point. Kit permet réellement à la classe moyenne de progresser? Oui. Et nous observons littéralement des milliards de transactions, des milliards de dollars qui passent sur la plateforme, et les gens gagnent énormément d'argent. Et ce n'est pas aussi tape à l'œil, ou, essentiellement, la presse n'a pas encore relevé cela, et je pense aussi que c'est parce que les gens veulent un peu. Ils ont vu des influenceurs décoller d'une certaine manière. Et les gens veulent un peu que les influenceurs échouent, parce que cela semble ringard et faux, et donc c'est un titre que les gens veulent écrire. C'est un titre très différent de dire non, il y a des gens qui sont comme, il y a des créateurs qui apportent une valeur substantielle et gagnent un revenu solide. Et partant de là, ce n'est pas aussi un titre sexy. Et cela semble qu'il y a, dans la même veine de pensée, les gens regardent les organisations de presse traditionnelles et héritées, et c'est en fait la deuxième citation que j'allais mentionner était de « Où était-ce ici ?» Oh, c'était à propos de Jack Conte, le président-directeur général de Patreon. Et il parlait du fait que les créateurs sont sur le point d'avoir un contrôle de levier et une influence politique et culturelle à un degré sans précédent. Mais il y a une insinuation dans cette pensée que le but du créateur est de remplacer les médias traditionnels et les actualités traditionnelles. Cette pensée soulève la question suivante. Si je vais remplacer les médias traditionnels, alors, comment structurer une entreprise de la même manière qu'une organisation de presse le ferait avec des sponsors et des annonceurs? Et je pense que ce sont les objectifs d'un créateur qui ne comprend pas, par exemple, comment vendre un produit ou comment construire une entreprise. Ils veulent juste créer le plus grand nombre d'impressions ou d'yeux, et ensuite, les sponsors vont venir. C'est ainsi que les médias ont toujours fonctionné. Je veux dire, les nouvelles ne le font pas. Traditionnellement, vendre un produit d'information, ou un cours, ou une sorte d'instruction, pour résoudre un problème. Mais je pense que la façon dont vous abordez l'économie des créateurs, ou la façon dont vous habilitez et responsabilisez les créateurs, est une manière beaucoup plus saine, et c'est un chemin beaucoup plus rapide vers les revenus. C'est ainsi que je le vois. Oui, je pense que c'est juste, et vous avez des exemples d'organisations de presse qui vendent des produits comme Bloomberg News, par exemple, qui a le Bloomberg Terminal, qui est un produit que chaque trader de Wall Street utilise. Et vous voyez beaucoup d'entreprises autour de cela. Et vous voyez, comme le New York Times, ils ont eu beaucoup de succès avec leurs produits d'abonnement.
Il y a beaucoup d'autres publications qui n'ont pas eu de succès avec leurs produits d'abonnement, mais vous voyez la grande variété de ceux-ci. Mais oui, je pense que les créateurs ont cette opportunité. Leur influence ne va cesser de croître. Vous pensez au contenu que vous consommez, même aux personnes du monde des créateurs qui se démarquent dans l'espace traditionnel. Prenez par exemple un Matt Rife dans l'espace comique, non? Il a vraiment grandi dans ce monde nativement numérique. Et, oui, il fait ses spéciaux Netflix maintenant, et il a percé l'angle principal, mais il a toujours cette connexion directe avec son public. S'il n'obtenait pas le 3e spécial Netflix à un moment donné, il réagirait de manière cool et dirait que ce n'est pas un problème. Parce que j'ai, vous savez, des millions de personnes sur ma liste d'emails et sur mes réseaux sociaux que je peux simplement poursuivre d'autres manières. Si les gens veulent entrer en contact avec vous, où doivent-ils aller? Ou diriger les auditeurs qui souhaitent s'impliquer davantage avec Kit ou simplement consommer plus de votre contenu? Oui, je pense que la première chose est que je suis sur un podcast appelé le créateur du milliard de dollars. Très bientôt, il s'appellera simplement le show de Nathan Berry. Nous allons garder les choses simples. Alors cherchez simplement cela sur YouTube et ensuite nathanberry.com pour vous abonner à ma newsletter. Et ensuite kit.com pour voir tout ce que nous faisons pour alimenter l'économie des créateurs. J'adore ça. D'accord. Dernier, morceau de sagesse pour les entrepreneurs, pour les personnes qui écoutent. Pour les créateurs, je suppose. Les entrepreneurs et les créateurs sont une seule et même chose à ce stade. Mais si vous deviez revenir en arrière et dire à votre jeune, donc j'allais dire à votre moi de 20 ans, peut-être dire à votre moi de 15 ans un morceau de sagesse ou de perspicacité ou de leçon apprise, quelle serait-elle? Oh, homme. Il y a tellement de choses que j'ai faites que je referai absolument. Je pense que revenir à l'idée qu'il n'y a pas de limite de vitesse, c'est la chose que je martèlerai. Comme faites cela, continuez à diriger cela dans la direction que vous voulez. Et j'ajouterai simplement de faire attention à vos motivations pendant que vous le faites. Comme le faire à partir d'un lieu d'abondance et de plaisir et de joie, plutôt que, vous savez, de s'égarer occasionnellement dans le piège de le faire dans un état d'esprit de manque